Cette vidéo est un épisode hors série qui aura pour thème une des batailles iconiques de l'histoire, j'ai nommé la révolte Taiping. L'histoire commence en 1860 après un conflit, la guerre de l'opium entre la Chine sous la gouverne de l'empereur Yongzheng et l'armée britannique, datant de 1839 à 1860. La dynastie chinoise voulait empêcher le libre commerce de l'opium par les Britanniques. Cette guerre se soldera par une défaite cuisante de la Chine. Cette conséquence a presque fait tomber la dynastie Qing, qui régnait depuis 1644 après Jésus-Christ. C'est après un échec à l'examen de la fonction publique qui a conduit la Chine vers l'un des événements politiques majeurs de son histoire. Cet événement est la révolte Taiping. Cette manifestation sociale ainsi que spirituelle commença au milieu du 19e siècle et était menée par Yong Jingquan. Né en 1814 dans la province de Guangdong en Chine, Hong, confus par ses difficultés académiques, il se tourna vers le fanatisme religieux et monta un groupe de paysans dans la révolte populaire qui n'a pas plu à la dynastie Qing, ce qui coûta la vie de millions de personnes. Dans le passé, la famille de Hong était liée à un groupe marginalisé nommé les Hakka. Les Hakka se situaient tout au nord de la Chine, bien avant leur migration dans le sud au XIIIe siècle. Fidèles à leur culture, ils ne se seront jamais intégrés à la culture du sud, que ce soit au niveau des mœurs ainsi que la langue. D'après des amis ainsi que sa famille, Hong avait un avenir radieux, ce qui leur donna l'envie de faire de grands sacrifices pour que Hong puisse avoir des finances ainsi qu'une bonne éducation dès son plus jeune âge. Ces sacrifices servaient à permettre à Hong de passer des examens impériaux de Confucius, des examens permettant de siéger au sommet de la société. Hong pourrait avoir un poste dans le gouvernement, ce qui pour le peuple chinois était un signe prestigieux et de richesse. Mais rien ne se passe comme prévu. Pour réaliser l'examen, à Guangzhou, le canton, qui est la capitale de la province de Guangdong, Hong alla pour faire son premier test en 1827. Mais malheureusement, il échouera. Après cela, il rentrera et exercera le métier de professeur. Mais Hong savait ce qu'il voulait, et ce en quoi il croyait. Il y retournera une deuxième fois et échouera encore et une fois son examen, 10 ans plus tard, en 1837. Ce deuxième échec le fera tomber dans une profonde dépression. Durant sa convalescence, il aura eu des visions du paradis. C'est là qu'il a discuté avec deux hommes. L'un des deux se dit être son grand frère, et l'autre avait une barbe dorée. C'est une fois remis de sa dépression qu'il retourna enseigner. 6 ans passèrent et Hong voulut repasser une nouvelle fois son examen. Il se sentait prêt, mais rien ne se passa comme prévu. Il échoua une nouvelle fois, c'est la dernière fois qu'il passa l'examen. Après cette terrible désillusion, Hong commença à en apprendre un peu plus sur le christianisme. Il lira des livres qu'un missionnaire chrétien lui avait donnés lors de sa dernière venue à la capitale. Il faut savoir qu'à l'époque, les Occidentaux étaient fréquents en Chine. Hong en a même rencontré un certain nombre. En parcourant des tracts, il appliqua la théologie chrétienne à ses visions et associa l'image de l'homme barbu à celle de Dieu et celle du grand frère à Jésus. Il se considéra donc comme le second fils de Dieu, envoyé sur terre pour sauver la Chine des esprits diaboliques incarnés par la dynastie Qing, la dynastie régente de l'époque. Les ancêtres des Qing, les Mandchous, avaient renversé la dynastie Ming 2 siècles plus tôt et ils n'avaient pas quitté le pouvoir depuis. Sous leur règne, la population chinoise fut multipliée par 3. Mais au 19e siècle, le régime se heurta à la réalité du monde en pleine industrialisation et à la montée en puissance de l'Europe coloniale. Alors que Hong s'éveillait à la religion, les Qing furent vaincus par les Britanniques lors de la première guerre de l'opium qui prit fin en 1842. La Chine fut réduite à un commerce inéquitable avec la Grande-Bretagne et contrainte de céder des terres, notamment l'île de Hong Kong. Cette défaite humiliante combinée à la misère économique, l'omniprésence des inégalités et l'influence de la démocratie et d'autres idées d'occidentaux chrétiens contribuèrent à augmenter davantage les tensions. Hong Jingquan commença à prêcher son interprétation personnelle du christianisme au sein d'un cercle de proches et attira de nombreux adeptes, notamment une organisation similaire dans la province voisine du Guangxi où vivait une forte population de paysans, dont une majorité de Hakka, c'est-à-dire les mêmes ancêtres que Hong. À leurs yeux, la vision de Hong était porteuse de sens et d'espoir. Les dissidents politiques y voyaient également un moyen de résister au régime de Qing.
En 1851, le mouvement avait conquis plusieurs milliers de fidèles et le royaume céleste de la Grande Paix, ou Taiping Tiango, était né, avec Hong avec le rôle de chef spirituel et politique. Il ne fallut pas longtemps au Taiping pour s'organiser et se mobiliser. En plus de leur doctrine chrétienne, ils étaient partisans de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la mise en commun avec les contributions des biens, autant d'idéaux séduisants pour la population pauvre de la région composée d'agriculteurs, d'ouvriers et de mineurs. Chaque membre était un soldat du royaume, sans distinction d'origine ou de classe sociale. Leur nombre grandissait était une source de préoccupation pour les hautes instances de la dynastie Qing, qui empêcha l'armée en 1851. La victoire des troupes Taiping fut sans appel. Un an plus tard, le royaume comptait 1 million de sujets. Se déjoués de l'autorité Qing, les Taiping firent route vers le nord-est, en gonflant leur rang de nouvelles recrues à mesure qu'ils progressaient vers le bassin fluvial du Yangtze-Yang. En mars 1853, les Taiping comptaient désormais 2 millions de disciples et s'emparèrent de la ville de Nanqi et rebaptisèrent Tianjin, la capitale céleste. La chute de cette cité majeure porta un coup magistral à l'autorité des Qing. Confrontés à l'émergence d'un État rebelle, les Qing tentèrent par tous les moyens de l'écraser. De son côté, Hong s'attachait à solidifier le pouvoir du royaume céleste de la Grande Paix en préparant notamment ce qu'il baptisa l'expédition du Nord, visant à conquérir la capitale Qing, Pékin. L'armée des Taiping quitta Nanking en mai 853 avec l'intention de recruter de nouveaux fidèles en chemin grâce à un soupçon de prosélytisme des adeptes voulant imposer leurs idées. Le plan fut contrecarré par la maladresse de leur stratégie qui mina l'enthousiasme des troupes. Au printemps 1855, les Taiping battaient en retraite. L'échec de l'expédition du Nord aurait pu sonner le glas du royaume céleste. Mais il fit preuve d'une résilience à toute épreuve. En multipliant les victoires militaires, les troupes impériales réussirent à encercler Nankin. Mais la seconde guerre de l'opium qui opposa les Qing à la Grande-Bretagne et la France empêcha le gouvernement d'étouffer totalement la rébellion. Malgré ses succès sur le champ de bataille, la cour de Taiping était rongée par les querelles et la dissidence. De plus, la santé mentale de Hong Xiuquan s'était détériorée, ce qui incita certains de ses généraux et conseillers de le défier, en vain. Leurs échecs donna lieu à une purge violente en 1856. La révolte des Taiping fut d'autant affaiblie par la persistance et l'instabilité politique et certaines défaites notables comme la déroute de Taiping par les forces Qing à Ruizhou en 1857. En 1859, la tête du mouvement est confiée à Hong Regan, le cousin de Xiongquan. Il est l'une de ses premières recrues, partisan d'une modernisation de son gouvernement selon les lignes démocratiques occidentales. Il entreprit des réformes dans l'éducation et interdit la prostitution, ainsi que la vente d'esclaves et d'opium. Il décida également d'ouvrir les territoires de Taiping au commerce avec les étrangers. Malgré les progrès remarquables dans ces domaines, le destin des Taiping fut scellé par la défaite des Qing dans la seconde guerre de l'opium en 1860. Après une nouvelle fois succombé aux forces européennes, les Qing réalisèrent que leurs anciens assaillants étaient désormais disposés à les aider à mettre un terme à la révolte des Taiping. Les rebelles représentaient une menace grandissante pour les intérêts économiques de l'Europe en Chine, en raison de leurs assauts répétés quoique infructueux visant à conquérir Shanghai. Des explorateurs étrangers tels que les Américains Frederick Townsend Ward et le Britannique Charles Gordon jouèrent un rôle crucial en contribuant à repousser les attaques de la ville portuaire avec l'émergence d'une collaboration entre les puissances occidentales et les dirigeants Qing. L'occasion fut donnée au plus grand chef militaire chinois, notamment Zheng Guofan, de moderniser l'armée impériale. Nankin fut assiégé pendant de longues années et en 1864, sa chute paraissait imminente. Au mois de juin, Hong Xiuquan se suicida. Un mois plus tard, l'armée impériale pénétrait dans Nankin et s'emparait de la cité. Les rebelles furent poursuivis et exécutés. La révolte était brisée. La résistance des Taiping fut éradiquée jusqu'au dernier de ses bastions, mais leur héritage n'en restait pas moins profondément ancré. La rébellion avait tellement malmené l'autorité des Qing que la dynastie fut dépossédée de ses pouvoirs au début du XXe siècle. Quant à l'égalitarisme défendu par les Taiping, il allait servir d'inspiration à la montée en puissance du nouveau régime, celui du Parti communiste chinois depuis les années 1940. Voilà que conclut l'épisode hors-série sur la révolte de Taiping. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, de commenter la vidéo et surtout de vous abonner. Merci.